Madame, Monsieur, bonsoir. L'industrialisation, voilà une composante porteuse de nombreux espoirs, exploits d'emplois pour la jeunesse et d'opportunités créatives pour chercheurs et savants des sciences techniques. C'est aussi un moteur d'accroissement de la productivité et de sa diversification, bref, un levier de développement. Depuis quelques années au Bénin, les autorités promettent une transformation structurelle de l'économie à travers justement une industrialisation plus accélérée. Moyens utilisés, divers tests réglementaires, des zones économiques spéciales, des zones industrielles. Il est aussi question de promotion de la transformation des produits agricoles, de facilitation des échanges commerciaux, de restructuration du secteur informel des produits pétroliers et d'une politique de ministration. Nous discutons de tout ceci sur cette émission que j'anime avec Angèle Toboula, ma consoeur de E-Télé. Bonsoir Angèle. Bonsoir Marie-Léa Imadjo. Et nous recevons la ministre Shadia Alimatou Assouma de l'Industrie et du Commerce. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir mesdames. Alors, nous sommes au cœur de votre département aujourd'hui et justement en matière d'industrie, le Bénin commence à se faire en nom. On voit beaucoup de choses se faire et la première question à vous poser, comment en est-on arrivé justement là? Merci mesdames, bonsoir chers téléspectateurs. Comment en est-on arrivé là? Simplement à travers la mise en œuvre d'une vision. Avant 2016, je voudrais saluer le courage de ceux qui ont entrepris et de ceux grâce à qui on a trouvé une industrie embryonnaire qui se résumait à l'égrenage de coton, quelques cimentiers et quelques 3 ou 4 industries qui bénéficiaient des dispositions de zones franches industrielles. Voilà ce à quoi se résumait notre industrie. Et vous savez, ce n'est pas avec ça que nous allons créer 300 000 emplois, ce n'est pas ça qui occupera ne serait-ce que 10% de notre jeunesse. C'est plutôt mettre en place une politique industrielle qui permettra d'absorber la jeunesse, mais surtout de créer la richesse, l'emploi et également de mettre en place une politique qui nous permet d'avoir également de la compétence. La première réforme majeure dont je vais parler, ça sera plutôt une réforme réglementaire. C'est l'ambition que nous avons affichée à travers un nouveau code des investissements. Un code des investissements ambitieux à travers donc, la loi 2020-02 du 20 mars 2020 qui nous a permis d'attirer plus d'investisseurs, de rendre le Bénin attractif. Et donc, c'est ce code des investissements qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à plus de 40 industries réellement installées, non seulement dans les zones industrielles, mais également hors des zones industrielles et d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes très fiers également de vous parler de la zone économique spéciale qui nous hisse dans le pays, dans le concert des nations industrielles aujourd'hui en Afrique. On ne parle pas d'industrie en Afrique, effectivement, sans parler du Bénin. Et donc, c'est grâce à cette zone économique spéciale qui a été renforcée donc, par la loi 2022-38 du 3 janvier 2023 qui permet d'avoir toutes ces dispositions qui créent énormément d'emplois. Pour donner notre idée, aujourd'hui, Glodibé, c'est plus de 30 000 emplois. Et notre ambition, c'est qu'en 2030, on soit à 300 000 emplois. Glodibé, c'est une ville dans la ville. Et donc, une fois encore, c'est grâce à cette ambition qui est affichée clairement d'ici le Bénin dans le Conseil des Nations des pays industrialisés. De toutes les façons, aucun développement n'est possible sans industrie. Ça, c'est une réalité. D'accord. Alors, ce régime des zones économiques spéciales, effectivement, et puis le développement industriel et les formes qu'il prend dans notre pays sous l'impulsion du régime Talon, vous le disiez tantôt, il y a cette zone économique spéciale de Glodibé, mais aujourd'hui, quelles sont les spéculations agricoles qu'on y retrouve? Qu'est-ce qui est traité concrètement et est-on au plein régime de ces industries qui se trouvent à Glodibé? Alors, permettez-moi de revenir sur notre politique d'industrialisation qui se fait aujourd'hui. Avant 2016, comment peut-on parler d'industrie? Et c'est pour ça que d'ailleurs je parlais tout à l'heure de courage de ceux qui ont entrepris l'industrialisation. Comment peut-il créer beaucoup d'emplois quand la rentabilité
est à peine visible. On ne peut pas parler d'industrie sans énergie. On ne peut pas parler d'industrie sans matières premières. Et donc, quand on met en place des industries et qu'on n'a aucune politique derrière de mettre à disposition de la matière première, de mettre à disposition l'énergie qui est le moteur de l'industrialisation, vous voyez qu'on ne parlait pas d'ambition, mais on parlait plutôt d'initiatives privées, de patriotes qui parlaient d'industrialisation. Nous avons le coton, nous sommes premiers producteurs, d'ailleurs que depuis 2016. Nous parlons du soja, où nous faisons plus de 500 000 tonnes. Nous parlons d'anacarde, nous parlons de karité, dont la nature nous a fait don, puisque le karité, ce n'est pas de la récolte, mais c'est plutôt de la collecte. Donc nous faisons de la collecte de noix à travers les femmes et après on doit transformer. Grâce à GloJigbé aujourd'hui, toutes ces spéculations sont transformées. Pour la première fois, on parle de réelle industrie textile. Pour la première fois au Bénin. Quand, grâce aux politiques mises en place, que ce soit agricoles ou énergétiques, on est arrivé à être premier producteur de coton, c'est avec beaucoup de fierté qu'on arrive à dire oui, nous allons enfin parler d'une réelle industrie textile. Nous avons aujourd'hui des capacités installées à GloJigbé et d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire. Nous pouvons sans nous tromper dire qu'on peut aujourd'hui transformer la quasi-totalité de notre production d'anacarde. Pour le soja, pareil. Nous allons bientôt atteindre notre 100% de notre transformation en termes de soja. Nous n'y sommes pas encore, mais nous y arrivons. Donc c'est une sorte d'autonomie en matière de transformation de ces matières premières. C'est inévitable. C'est pour cela que dans notre politique, vous voyez que nous prenons de plus en plus le courage de dire, d'interdire l'exportation des produits bruts. Un pays qui aspire au développement ne peut pas avoir la fierté de dire que son exportation se résume aux produits bruts. Quand on parle d'exportation pour un pays qui a de l'ambition, pour un pays qui aspire au développement, c'est plutôt dire j'exporte des produits finis. Ce n'est pas de dire j'exporte des produits bruts. Et c'est pour ça que nous avons pris le courage, nous, d'interdire l'exportation des produits bruts et plutôt axer notre politique d'exportation sur les produits finis. Et en même temps, mettre à disposition de nos investisseurs de la matière première. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus réellement attractifs. Le Bénin est devenu réellement attractif en termes d'industrialisation, puisque nous avons considérablement amélioré le climat des affaires. Le climat des affaires aujourd'hui est très favorable, ce qui fait que nous attirons de plus en plus, vous l'avez dit tout à l'heure, on parle de plus en plus du Bénin, oui, parce que nous sommes aujourd'hui une des destinations privilégiées en termes d'investissement. Et la production locale, elle suffit vraiment à ces usines-là? Nous travaillons avec la méthode et non de l'émotion. On ne peut pas dire j'installe des industries, ok, venez vous installer, et après leur dire, il n'y a pas cette matière première. Donc, plus nous produisons, plus nous invitons les investisseurs à investir au niveau des capacités de transformation. Et quand je parle d'investisseurs, quand je dis les investisseurs, c'est étrangers et béninois. C'est un maximum d'investissement, on peut le dire, et vous avez des ambitions. Parlons rentabilité, Madame le ministre. Quand est-ce qu'on va commencer par rentabiliser tous ces investissements et avec également ces investisseurs extérieurs qui viennent justement nourrir cette industrialisation? GloJigbé, ce n'est pas de la philanthropie. C'est clair. Voilà, donc quand je vous dis qu'il y a 2 ans, j'étais à 50% et qu'aujourd'hui j'arrive pratiquement à 100%, ce n'est pas les industries de l'État béninois, c'est des investisseurs qui viennent investir, et quand ils viennent investir, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent qu'ils disent à d'autres, venez vous installer. Et qu'est-ce que le Bénin gagne, lui? Je vous ai parlé, qu'est-ce que j'ai au Bénin? J'ai 60% de ma population qui est constituée de jeunes. Qu'est-ce que j'en fais? Il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Le Bénin gagne de l'emploi. Le Bénin gagne de la compétence. Parce que ces industries-là qu'on n'avait pas aujourd'hui, il faut un transfert de compétences. Quand vous arrivez sur le site, vous allez voir de toutes sortes, enfin, toutes nationalités,
y compris également des nationalités qui ont des compétences particulières. Le cajou, on ne sait pas manger du cajou. Moi, je sais faire du cajou pour les apéritifs, mais je crois que ce n'est pas ici que nous faisons plus de sauce de cajou, c'est plutôt vers ces pays qui ont eu le courage, dont les ressortissants ont eu le courage de venir investir pour pouvoir donc exporter le produit fini. Le Bénin gagne de l'emploi, le Bénin gagne également des taxes. Quand on met en place un écosystème, l'écosystème est circulaire. Ce n'est pas eux qui amènent les transporteurs. Ils consomment de l'énergie. Ils consomment des services, ils consomment des services bancaires. Et voilà, c'est un écosystème qu'il faut regarder. Le Bénin ne dit pas, voilà, je vous ai mis à disposition de l'énergie, j'ai investi avec vous pour mettre une usine textile, et bien je revois tout de suite. Non, je vois tout ce que je gagne globalement. Et parce que quand on met en place un produit, enfin des projets comme ça, quel est l'impact social? C'est cela même. Quel est l'objectif de l'industrialisation? C'est de transformer le quotidien des Béninois. Voilà, ce n'est pas de dire je mets des caisses juste dans les caisses du Trésor. Qu'est-ce que les caisses du Trésor font? C'est créer des infrastructures sanitaires, éducatives pour transformer le Bénin de demain. Nous construisons le Bénin de demain à travers ces projets-là. Alors, la viabilisation, elle est entièrement terminée ou on est à la deuxième, la troisième phase? Notre ambition, c'est d'abord 10 000 hectares en 3 phases. Nous avons fini l'industrialisation de 400 hectares aujourd'hui. C'est sur 400 hectares que nous avons installé, que les investisseurs aujourd'hui s'installent. La première tranche, c'est d'abord 1640 hectares viabilisés, 400 hectares sur lesquels aujourd'hui nous avons travaillé, sur lesquels nous avons investi, sur lesquels les investisseurs continuent de s'installer. Donc nous avons fini cette première phase de 400 hectares. Donc, au sein de ces 1600 hectares, nous avons commencé déjà la viabilisation de la suite, de la phase 2. Je nous propose alors d'aller à Glogic B pour voir concrètement ce qui s'y fait, des images et aussi quelques éléments sur les produits transformés. Madame la ministre, allons à la régie pour découvrir ensemble ce qui se fait à Glogic B. Merci. C'est l'un des secteurs ayant subi une importante révolution depuis quelques années au Bénin et qui se démarque par une amélioration constante de sa compétitivité. Le secteur industriel s'attelle à promouvoir la transformation des produits miniers ou agricoles du terroir et pourtant, quelques années plus tôt, rien ne laissait présager une telle avancée. En 2016, le secteur industriel devient l'un des leviers importants de la chaîne économique du Bénin à connaître un changement sans précédent, ceci malgré les nombreux défis. En effet, Semepodji, disposant initialement de 4 unités, s'est vu doté d'une douzaine de nouvelles industries ayant généré plus de 8000 emplois contre 1000 avant 2016. De nouvelles conditions de disponibilité favorisent et accentuent la métamorphose. La révolution intervient également à Glogic B grâce à l'implémentation d'une zone industrielle. Sur une superficie de 16 km², la zone industrielle de Glogic B abrite une vingtaine d'industries à la pointe de la technologie. Ce hub industriel de la valorisation du Made in Bénin hisse la production locale sur l'un des plus grands marchés internationaux. Juillet 2023, environ 2 ans après ses travaux d'aménagement, la GDIZ, à travers la CIPI Bénin, livre sa première exportation de 70 000 vêtements Made in Bénin à la marque américaine The Children's Place, faisant entrer le Bénin dans le cercle très fermé des producteurs de dérivés de textiles à travers le monde. Nous avons travaillé avec différentes marques de par le monde. Si la marque TCP, Children's Place, nous a fait confiance, ça va faire écho partout dans le monde et les marques de vêtements vont comprendre que désormais le Bénin est une destination qui est capable de leur fournir des vêtements. Après les États-Unis, le Bénin, à travers la GDIZ, s'impose également dans la conquête du marché européen avec une exportation cette fois-ci de 80 000 pièces de vêtements pour la prestigieuse marque française Kiabi. En ce qui concerne la marque Kiabi, nous allons pouvoir livrer dans les 2 à 3 prochaines années entre 20 à 30 millions de pièces de vêtements.
Également, depuis 2016, des progrès ont été relevés en ce qui concerne l'actualisation du Code des investissements, ayant permis d'agréer 47 projets industriels privés de montant total d'investissement estimé à plus de 225 milliards de francs CFA. La révolution industrielle s'étend également au nord du pays à Djougou, où l'industrie cotonnière atteint une nouvelle dimension avec le lancement des essais à charge de l'usine d'égrainage de coton de la société cotonnière Socopa. En termes de perspective, la viabilisation de la GDIZ et des zones industrielles de Sémépoji et de Gakpé seront finalisées pour des impacts plus grands. Une zone industrielle sera créée dans la région septentrionale et des usines de production seront installées à partir de notre granit, marbre, Adassa, Wessé et Savé pour la réalisation de carreaux. Alors, Madame la Ministre, la zone économique spéciale de Glodjibé entend absorber une bonne partie de la production locale et c'est apparemment le cas lorsqu'on s'intéresse aux industries textiles qui s'y développent abondamment. Oui, c'est vrai que l'élément que vous venez de placer a tout dit. Il y a quelques années, et il y a 2 ans d'ailleurs, on n'avait encore rien sur l'industrie textile, donc c'est avec beaucoup de fierté qu'on voit qu'une fois de plus, le Bénin se démarque parmi les pays africains exportateurs de coton, encore producteurs de coton, qui continuent d'exporter leur matière brute. Aujourd'hui, nous avons une vraie industrie textile, comme je disais tantôt, et qui aujourd'hui d'ailleurs, quand on parle des États-Unis et d'Europe, alors qu'est-ce qu'il nous reste encore ? Bientôt, la Chine viendra commencer à produire ici. Donc, c'est vraiment, il faut saluer cette initiative qui est issue d'une vraie vision, comme je vous disais tout à l'heure, à l'entame de notre entretien, que c'est plutôt une vision qu'il faut saluer. Ces Béninois existaient déjà, mais n'avaient pas cet emploi-là. Vous voyez que nous avons de la confection et c'est la confection qui absorbe en réalité la jeunesse. Et que c'est tellement automatisé aujourd'hui, c'est des unités de dernière génération qui sont installées à Glodjibé. Donc je mets le coton et quelques mètres plus loin, vous l'avez vu, je sors la fibre, je sors mon tissu. Est-ce que cela suffit à absorber tous les jeunes? Non, c'est la confection. Et dans la confection, c'est beaucoup de rigueur. Ça nous a permis de faire de la formation des jeunes. L'industrie est créatrice d'emplois, oui. Nous avons beaucoup de jeunes qui travaillent grâce à la confection et également au climat des affaires. Ces industries, ces marques nous font confiance et il y a d'autres qui sont également en rouge. J'aimerais faire, si vous permettez, un petit clin d'œil à une phrase qui a été prononcée dans l'élément concernant la transformation du granit. Je suis très fière de vous dire que ça y est, nous avons déjà fait les essais avec le carrelage et bientôt vous allez voir du carrelage Made in Bénin. D'ici quelques semaines, nous allons donc procéder à l'inauguration. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que d'ici quelques jours, nous allons avoir les carrelages qui vont être là encore exportés. Donc, nous continuons. Vous voyez, il y a déjà de la diversification au niveau de Glodjibé, mais toujours grâce à nos ressources, donc qui ne sont pas qu'agricoles. Donc là aussi, nos ressources minières commencent à être transformées à Glodjibé. Et là, encore une fois, je salue vraiment la vision du président de la République qui a eu le courage de nous dire les parcs que vous voyez ailleurs au Bénin ont pu. Vous explorez donc d'autres champs toujours pour diversifier l'industrialisation au Bénin. Alors, Madame la Ministre, en dehors de cette zone économique spéciale de Glodjibé, les zones industrielles, par exemple, de Sémépoji et de Gakpé, sont-elles aussi, je vais dire, prometteuses pour les investisseurs, la population, l'économie béninoise? Quand je vous disais que le Bénin est devenu aujourd'hui un hub industriel, et que le Bénin est devenu très attractif, j'ai même plus de place à Sémé. Aujourd'hui, je ne peux plus donner 10 hectares à Sémé à un industriel. Sémé, avant 2016, j'étais à moins de 1000 emplois. Aujourd'hui, j'étais à 8000. J'ai dit il y a 1 an ou 2. Aujourd'hui, je suis déjà presque à 10 000 emplois à Sémé. Donc, c'est vous dire que Sémé est presque saturé. Grâce justement à l'amélioration du climat des affaires, au coût des investissements, à la rapidité de ce qui se passe au Bénin, au dynamisme des Béninois et à la dynamique qui s'opère au Bénin. Que ce soit Gakpé aujourd'hui, là encore,
on avance à grands pas, puisque quand j'ai plus de place à Sémé, c'est GATPé le premier choix. Après, c'est le choix suivant. Pourquoi? Parce que nous avons réussi à amener ce qu'il manquait sur ces zones-là, pour qu'on les appelle des zones, c'est l'énergie. Il n'y avait pas d'énergie, il n'y a pas d'eau. Là encore, vous savez, quand nous on est arrivé en 2016, c'est vrai qu'on avait sur papier des zones départementales, mais en réalité qui n'ont jamais tourné. Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien du tout. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire les études pour opérationnaliser ces zones-là. Le chef de l'État a instruit pour que des zones, également des études de faisabilité soient faites pour que nous puissions étendre notre industrialisation à l'intérieur du pays, l'intérieur du pays qui produit nos matières premières. Donc les études sont en cours et j'espère que d'ici quelques mois, je pourrai fièrement vous dire, ben voilà, nous allons installer les zones industrielles à tel et tel endroit géographiquement. Alors, c'est une répartition, je ne vais pas dire égale, mais en tout cas qui couvre néanmoins toutes les zones du Bénin, si je peux poser les questions comme ça. Alors, on ne travaille pas avec émotion. Si vous me dites quel est votre choix, je vais vous dire, mettez la zone industrielle à Djougou. Ce n'est pas de l'émotion. Non, c'est des études méthodiques qui permettent, comme je vous ai dit, il faut travailler à rendre les choses possibles. Quand on n'a pas de main-d'œuvre, on ne va pas s'installer. Quand on n'a pas d'énergie, on ne peut pas s'installer. Il faut que les produits soient rentables. Il faut que ceux qui investissent puissent attirer d'autres. Et pour cela, il faut qu'ils puissent avoir la confiance, dire, bon, mais quand on s'installe là, oui, effectivement, c'est possible. Donc, c'est ces études de faisabilité qui sont d'abord en cours. On pourra vous dire, ben, voilà les zones où on sait que quand on s'installe, on gagne de l'argent. On ne veut plus jamais revoir les éléphants blancs que nous avons trouvés. On ne peut pas refaire cela. Alors, en termes de stimulation des industries, est-ce que vous réservez d'autres actions pour les acteurs dans les mois à venir? Mais dans les mois à venir, vous savez, je vais dire, je suis bénéficiaire en même temps d'autres politiques que mes collègues ont déjà déroulées ici avec vous. La politique énergétique, je suis la première bénéficiaire, puisque quand il y a de l'énergie en quantité et en qualité, l'industrialisation est plus rapide, est une réalité et surtout les produits coûtent moins cher. Je vais parler des matières agricoles, là encore, plus nous produisons moins cher et en quantité et en qualité, plus l'industrialisation est possible. Après, je vais parler également de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est quoi? C'est d'abord de la compétence. Et à travers donc la politique, non seulement des lycées agricoles, mais également de formation professionnelle que vous savez, qui est mise en œuvre, nous allons avoir de la compétence pour pouvoir donc continuer à booster notre industrie dans d'autres secteurs. Je voudrais également rajouter, bon là encore il y a le gaz, il y a plein d'autres choses que nous sommes en train de faire, mais surtout la qualité des produits et les normes. Le Bénin aujourd'hui est capable de produire aux normes internationales. C'est pour cela que vous avez vu tout à l'heure dans l'élément des pays les plus compliqués en termes de normes, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, quand ils viennent au Bénin, c'est parce que justement nous avons la capacité de produire aux normes. Et là encore, ce que nous mettons en place, non seulement c'est le contrôle qualité à travers une infrastructure qualité que nous construisons lentement, mais sûrement aujourd'hui, nous avons une politique qualité que nous sommes réellement en train de mettre en œuvre à travers non seulement des programmes, mais là encore à travers donc l'amélioration des laboratoires. Les audits sont faits, nous sommes en train de renforcer les capacités techniques, mais également en compétences au niveau de nos laboratoires. Notre ambition, c'est quoi? C'est qu'au Bénin, on produit, mais on ne produit pas seulement parce que la médiocrité ne fait plus partie, nous, en tout cas, de notre vocabulaire. Donc, quand on produit la qualité et avec la protection des consommateurs, pas seulement béninois, mais également l'export. Permettez-moi d'enchaîner sur notre politique, notre stratégie nationale export. Nous produisons, mais il faut qu'on puisse exporter. Et là encore, tout est en route, tout est en cours pour que l'exportation voit un boom donc, à travers les infrastructures qui sont en cours au niveau de l'aéroport, donc le quai fruitier, les centres de conditionnement. Donc tout ça est en cours, donc j'espère que d'ici un an, vous allez voir que l'exportation également, là encore,
va faire un vrai bond, que ce soit l'ananas, puisque nous avons des commandes, nous avons des demandes, mais il faut pouvoir les exporter. Là encore, tout est en œuvre pour que nous puissions également exporter ce que nous produisons. On note que vous avez une stratégie et que vous fonctionnez selon votre feuille de route. Parlons à présent de la facilitation justement des échanges commerciaux. Que peut-on en retenir, Madame le ministre, en termes surtout de tracasseries administratives? Est-ce vraiment plus aisé aujourd'hui de s'enregistrer et d'opérer comme commerçant ou importateur au Bénin? Quand on parle d'attractivité du Bénin, cela fait partie de l'amélioration du climat des affaires. En 2016, nous avons trouvé un début de digitalisation donc à travers un guichet unique des opérations du commerce extérieur que nous avons complètement refondu pour aujourd'hui faire un guichet unique du commerce extérieur. Ce qui fait que toutes les opérations d'export et d'import se font sur ce guichet unique-là, où il y a la traçabilité, mais également la rapidité. Nous savons que tout ce qui est dématérialisé va beaucoup plus vite. Cela fait partie également de l'attractivité du Bénin. Donc oui, nous continuons de dématérialiser tous les services du commerce pour que ça aille plus vite. Donc la PIEX que vous connaissez très bien, qui est notre bras opérationnel sur ces sujets-là, continue donc d'améliorer sa plateforme, que ce soit de création d'entreprises, mais d'accompagnement également de toutes les entreprises qui souhaitent investir et exporter les produits finis. Alors, il y a également la promotion des produits locaux, bien évidemment. Vous aviez commencé par en parler, ces produits-là qui sont également destinés à l'exportation. Mais il y a le mois du consommant local, destiné donc aux concitoyens directement. Mais les Béninois sont-ils vraiment amenés à consommer davantage le Made in Bénin? Cette question permet en tout cas de remercier nos entrepreneurs, nos opérateurs, des jeunes, des très jeunes, qui croient en la politique que nous mettons en œuvre, qui croient en cette vision-là et qui s'encouragent eux-mêmes en tout cas à produire. Pourquoi je dis ça? Nous, on a commencé on a fait la première édition du Consommons local en 2020 et quand je vois le nombre d'initiatives transformées en réels produits, nous pouvons être très fiers. Je crois que vous voyez de plus en plus le mois d'octobre très animé. On est parti de quelques kiosques, aujourd'hui à des centaines de kiosques animés également sur tout l'étendue du territoire. Nous faisons la promotion de nos jeunes qui transforment vraiment des choses improbables, des choses qu'on ne savait même pas qu'on pouvait mettre dans notre packaging. Et je salue, je profite de votre tribune pour saluer nos jeunes talents de African Design School qui nous accompagnent chaque année pour le packaging, pour améliorer la visibilité également de nos produits locaux. Oui, les Béninois consomment de plus en plus et ils sont de plus en plus fiers de ce que nous produisons et de ce que nous transformons. Je crois que vous voyez que surtout en 2024, nous avons eu la chance d'avoir énormément d'animations au niveau de l'Amazone, pour des initiatives d'ailleurs privées, pour montrer tout le potentiel de nos concitoyens. Oui, le consommant local prend de l'ampleur parce que nous croyons de plus en plus aux produits que nous transformons. Ça prend de l'ampleur, on ne doute pas de cela, mais est-ce que ça ne s'arrête pas exclusivement à ce mois d'octobre, madame? Est-ce que vous avez des chiffres qui montrent que réellement le Béninois il consomme local? En réalité. En 2020, les produits que nous avons exposés, nous avons suivi un peu leur évolution. Ces mêmes produits qui n'étaient qu'au Bénin, aujourd'hui, je les retrouve au niveau de la sous-région. C'est pour dire que non seulement les Béninois consomment, mais ce sont d'autres Béninois qui exportent ces produits-là vers la sous-région. En 2020, quand on avait fait la première édition, on s'est rendu compte qu'à peine 5% des Béninois consomment ce que nous transformons en produits packagés. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 21% des Béninois qui consomment nos produits packagés. Donc c'est pour dire que si nous évoluons, mais c'est vrai que
nos modes également de consommation ont changé et évoluent. Et justement, j'espère que nous allons parler des infrastructures marchandes et je suis très fière de trouver aujourd'hui que dans nos marchés, nos produits transformés se retrouvent sur les étals et dans les boutiques de nos marchés. Donc il y a vraiment une vraie révolution sociologique en cours qui dit mais nous croyons en nos produits sont de plus en plus de qualité. Et nous pouvons les consommer. Est-ce qu'au niveau du ministère, on a énuméré peut-être les freins? Si je prends l'exemple du Canfor, beaucoup de concitoyens estiment que c'est suffisamment cher. Bon, la qualité y est, on n'en doute pas, mais c'est suffisant. Est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses réellement? Donc la question je leur repose, est-ce que vous avez évalué un peu voilà, les inconvénients de la consommation ou de l'envie d'aller vers les produits locaux? Moi, je suis peinée par votre question. Je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez dit, quand on parle de produits locaux, vous avez parlé du Canfor. Est-ce que le Canfor est le seul textile au Bénin? On vient de regarder un élément. Je n'ai qu'un exemple, hein, madame. Ah, d'accord. Bon, parce que de Glodjigbe, on sort énormément de produits qui sont à la bourse de nos Béninois et qui consomment. D'autres promoteurs ont le courage de tenter nos produits et de les vendre. Aujourd'hui, c'est de plus en plus connu. Et s'il n'y a pas que le Canfor, il y a énormément de produits, beaucoup de batiks qui sont transformés au Bénin et qu'on voit aujourd'hui au coût de beaucoup de Béninois. Tout à l'heure, je parlais de la compétitivité de nos produits. Pourquoi on avait les idées reçues comme quoi c'est cher? C'est juste à cause de l'énergie aussi. L'énergie coûtait excessivement cher. On n'avait aucune politique de disponibilité d'énergie. Aujourd'hui, l'énergie existe, donc on a de plus en plus de courage de transformer. Donc bientôt, les produits seront de plus en plus accessibles. Et ça fait également partie des freins du consommation local qu'on avait au départ. Il n'y avait pas d'énergie. Il n'y avait pas d'énergie. Les promoteurs, les petits industriels, ou en tout cas ceux qui ont des petits start-up, n'avaient pas le courage de dire ben, je vais investir. Bon, aujourd'hui, on a la DPM, mais comme je vous dis, c'est une succession de politiques qui nous amène à faire le consommation local. Il n'y a pas que nous, mais nous sommes partie prenante de toute une chaîne qui fait que le consommation local est une réalité. Avant les infrastructures marchandes, il y a également la possibilité du e-commerce qui est animé par beaucoup d'acteurs béninois. Est-ce que c'est un sous-secteur bien suivi, encadré? Alors, nous avons présenté notre stratégie e-commerce à l'OMC. Nous avons été invités à le faire. Une fois de plus, le Bénin s'honore d'être compté parmi les pays qui ont la confiance des organismes internationaux en termes de commerce. Et nous avons été invités pour présenter notre politique e-commerce. Et de cette stratégie, notre stratégie a été adoptée en Conseil des ministres et nous avons déjà commencé la mise en œuvre donc avec le recensement de savoir quels sont les e-commerçants qu'appelons nous e-commerce. Donc aujourd'hui, nous avons commencé une session de formation puisqu'il faut savoir que la toile est le plus grand marché. De par nos ambitions, nous ne pouvons pas être absents de ce marché-là. Donc c'est pour ça que nous avons déjà organisé donc notre présence sur le marché de la toile, donc en accompagnant déjà la plupart des entreprises qui ont manifesté le désir d'être sur la toile à travers, donc c'est vrai, un cadre réglementaire, mais nous sommes en train de mettre en œuvre déjà une stratégie pour qu'ils puissent être réellement présents sur la toile. Ce qui plombe un peu cette initiative, ce sont les, je ne vais pas dire les commerçants de mauvaise foi, en tout cas les cas d'anarque sur justement Internet. Est-ce que c'est prévu dans votre politique? Alors, nous avons la chance de venir un peu plus tard que le Code du numérique. Donc, le Code du numérique, effectivement, a déjà prévu dans son livre 5, avait déjà anticipé sur le e-commerce. Donc, effectivement, dans notre Code du numérique aujourd'hui, nous avons déjà des garde-fous. Et d'ailleurs, le Code a également évolué pour aller encore plus loin. Nous avons aujourd'hui des institutions étatiques qui nous accompagnent, qui sont déjà là. Il y a déjà un cadre réglementaire dont nous bénéficions, que nous allons continuer en tout cas à améliorer pour que les consommateurs du e-commerce soient vraiment rassurés. D'accord. Il y a les infrastructures marchandes, le nouveau visage des marchés, les marchés modernes. Alors, plusieurs de ces marchés ont ouvert. Où en est-on exactement? Est-ce que vous avez visité le marché? Est-ce que vous y êtes allé?
Nous posons des questions. Alors, mais si vous n'êtes pas convenu que vous n'êtes pas allé, je ne vais pas répondre. Est-ce que vous y êtes allé? Comme tous les Béninois. Ah, d'accord, ça me rassure. Beaucoup d'entre eux. Oui. Effectivement, ce que je voudrais qu'on retienne de notre émission, sur le volet industrie, la vision est claire. Et c'est cela que nous mettons en œuvre. Et notre drapeau, c'est notre zone économique de Glodibé, qui est une réalité. On n'y croyait pas. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais être ministre de l'Industrie et du Commerce et voir ce que je voyais en Chine, ailleurs en Inde, et plus proche de nous au Nigeria, au Kenya, dans les pays anglophones. On ne savait pas que dans un pays francophone, on aurait pu mettre en place là. Notre fierté également sur le commerce, c'est nos marchés. Les infrastructures marchandes, donc les marchés modernes, font partie de notre bilan en termes de transformation structurelle de notre économie. À ce jour, nous avons installé plus de 14 000 usagers au marché. Plus de 14 000 et nous n'avons pas encore ouvert la totalité des marchés construits. Dans Tokpa que nous allons déplacer bientôt, c'est 30 000 usagers minimum. Donc c'est vous dire que c'est une réelle transformation non seulement économique, mais même sociologique. Nous allons évoluer nos habitudes de vie vont évoluer vers de l'exigence de qualité. Je pense que d'ici quelques mois, les Béninois n'accepteront plus l'insalubrité et l'insécurité dans notre environnement marchand. Parce que je pense, sans me tromper, mais vraiment sans de l'autosatisfaction, dire qu'une révolution est réelle et est palpable. Je ne sais pas si vous avez un élément ou... On va revenir là-dessus là tout de suite, mais bon, il serait mieux qu'on aille effectivement à la régie, peut-être pour mieux poser mes questions. Allez Léa, si vous le permettez, on va à la régie. Effectivement, on va faire un tour sur le terrain pour en apprendre un peu plus sur ces marchés modernes. Système d'échange où se confrontent l'offre et la demande, le marché, plateforme par excellence du commerce, est connu pour contribuer à la réduction de la pauvreté. Au Bénin, le secteur bénéficie depuis peu d'une attention particulière à travers la construction de marchés de type moderne conformes aux normes internationales. Nous étions au bord de la rue. Avec les intempéries, on était exposés aux intempéries. Mais aujourd'hui, maintenant, on peut se vanter d'être dans un endroit, dans un local idéal pour mieux exercer notre métier. On était dans un bas-fond, ça n'a pas été du tout facile. La marche a été très longue, mais aujourd'hui, nous disons merci au chef d'État, nous disons merci à tous ceux qui ont collaboré. Nous avons débuté l'ouverture avec le marché de Kadjaoum, lequel marché comporte 50 places. Lorsque nous avons fini d'ouvrir le marché de Kadjaoum, nous sommes allés sur d'autres sites et en fin décembre 2024, nous avons réussi avec l'effort de chacun de nous, de la population et des marchands, à ouvrir au total 14 marchés sur toute l'étendue du territoire national. 14 marchés déjà ouverts et en pleine activité donc. Il s'agit des marchés modernes de Kadjaoum, d'Aïdjedo, d'Arangbo, de Menotin, de Midombo, de Wologede, de Ganri, de Begame et de Tokplegbe, ainsi que des marchés modernes régionaux d'Azové, de Glazoué, de Ruegbo, de Paou et de Natitengu. La mise en place de ces marchés peut également se révéler être une opportunité pour l'économie locale. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer par se ruer vers ces marchés-là pour s'approvisionner. Ça permet également aux gens de capter d'autres personnes qui vont chercher désormais à occuper des places dans ces marchés-là respectifs pour que la production locale soit vraiment relancée. Et vous comprenez avec moi que c'est l'économie béninoise qui va gagner en entièreté parce qu'on va relancer l'économie à court terme à travers la consommation parce qu'autant que nous allons dans les marchés et nous consommons. Et ce n'est qu'à travers la consommation que nous pouvons relancer l'économie à court terme. L'occupation des stands n'étant pour l'heure soumis à aucun frais, il n'en demeure pas moins que les marchands pourront participer à l'entretien une fois un prix fixé.
Ce n'est pas une vision business, c'est une vision accompagnement, d'accord, assistance pour que nous puissions vraiment avoir des marchés modernes à des standards sur le plan international, pouvant nous permettre alors de dire, bon, on a relevé le niveau quand même de nos marchés. Les bonnes dames même savent qu'elles ne peuvent pas occuper l'espace de façon gratuite, de façon éternelle. Ça doit venir forcément à un moment donné que vous allez contribuer un tout petit peu à couvrir parce qu'il y a aussi des charges. Je pense que le moment venu, ce n'est pas quelque chose qui va dépasser les marchands. Ils savent de toutes les façons que même si c'est les infrastructures marchandes qui sont mises en exploitation sont des sites sociaux mis à la disposition de la population, il n'en demeure pas moins que les marchands participent un peu à la chose en soutenant l'activité, en soutenant ce qui se fait. L'accent a également été mis sur la grande capacité d'accueil des espaces afin de satisfaire le maximum de marchands. Le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, a fait construire les marchés avec de très grandes capacités. Aujourd'hui, lorsque nous avons fini d'installer les marchands, nous avons laissé des places, beaucoup de places, je dirais, dans les marchés. En dehors des marchés officiellement ouverts, d'autres marchés sont également en instance d'être bientôt inaugurés. Il s'agit des marchés de Ralazonto, de PK3, de Rondjro, de Kokokodji, de Gemma, de Djougou, du marché moderne d'Abomey-Calavi et du centre commercial Général Mathieu Kérékou. Voilà, Madame le ministre, un certain nombre de marchés déjà ouverts et fonctionnels, on peut le dire. Mais au lendemain du lancement de ces marchés-là, on a entendu des récriminations. Le gouvernement a été prompt sur certaines. Mais la question majeure à laquelle on n'a pas encore réellement répondu, ce sont les redevances. Madame, qu'est-ce qu'on peut tirer de vous par rapport à ce sujet? Ça, c'est une grande première. Malheureusement, il n'y a aucune expérience que j'aurais pu partager avec d'autres pays pour voir un peu quels sont les comportements, comment ils fixent des redevances, qu'est-ce qu'ils comptabilisent, voilà. Mais on avait besoin de temps. On avait vraiment besoin de temps pour avoir la réalité de la consommation. Le président de la République, d'ailleurs, avait été très strict là-dessus. Quand on a fait les premières estimations, il demandait, est-ce qu'on est sûr? Ben non, on a dit non, on n'est pas sûr parce qu'en réalité, on ne sait pas. Mais il a demandé à ce qu'on soit sûr. Parce qu'il ne faut pas qu'on prélève au-delà du raisonnable. Il ne faut pas non plus qu'on prélève moins, puisque c'est ce qui a fait que toutes les tentatives d'amélioration des marchés ont été des échecs. Vous savez, quand tous nous voyageons à l'intérieur du pays, on voit des petits hangars qui aujourd'hui sont à l'abandon, qui ont été pourtant construits avec des deniers publics, qui sont à l'abandon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su comment prélever, quelles sont les redevances, quel est le bon niveau, quels sont les appuis de consommateurs. Aujourd'hui, c'est des marchés modernes. J'ai l'entretien, il faut garder les marchés propres. J'ai la sécurité. J'ai le stockage, j'ai la qualité des produits. Vous avez vu qu'il y a des chambres froides. J'ai la qualité des produits qu'il faut garder. Donc j'ai tout un tas de services qui sont facturés à l'ANAGEM, que nous payons, mais qu'il va falloir que je récupère au niveau des redevances. Je prends par exemple les bouchers, les poissonniers. Nous avons besoin d'hygiène. Mais quand j'avais prévu moi dans un modèle, mais vous utilisez juste n'importe quoi, 3 litres d'eau par client et que je suis à 6 litres d'eau par client, vous savez, si j'avais dit j'augmente les redevances, ça va être enlevé du bouclier. Donc on avait besoin de temps pour évaluer au moins la redevance prévisionnelle qui t'a fait des ajustements après. Donc là, on avait besoin de temps. Donc vous l'avez eu? Vous réfléchissez toujours là-dessus? Mais non, je ne vais pas dire que les réflexions continuent, mais cette fois-ci, c'est les calculs qui continuent. Les usagers peuvent prendre l'habitude de ne rien payer et finalement souffrir. Nous n'avons jamais dit que c'était de la philanthropie. Au moins, ça, c'était clair depuis le départ, ça. Ce qui est certain, on reviendra là-dessus, puisque le temps commence à nous presser. On a entendu le gouvernement dire qu'il ne voudrait pas voir des enfants dans les marchés, mais quand on sait qu'il s'agit de commerce et que des enfants sont censés apprendre de leurs parents, comment êtes-vous sûr de pouvoir faire de ce combat-là?
Eh bien, écoutez, il y a déjà d'autres programmes qui ont interdit ce combat-là, c'est déjà pas moi. Quand le ministère des Affaires sociales dit qu'il n'y a plus d'enfants qui ne soient pas scolarisés, s'ils ne sont pas scolarisés, ils ne doivent pas être au marché. Donc nous devons également accompagner cette révolution-là. Vous savez, quelle est la vision du chef de l'État vers un Bénin? On avait dit un Bénin révélé, mais le second mandat, nous avons dit quoi? Le développement, ça y est. Dans les pays développés, les enfants ne sont pas au marché. N'est-ce pas? Mais nous continuons là-dessus. Il y a un mécanisme pour veiller à cela? Oui, et d'ailleurs, ça fait partie justement des calculs que je fais, puisque moi j'ai des responsables de marché à qui je paye un salaire, qui doivent veiller à cela, à ce que les enfants ne soient pas dans les marchés. Et j'avoue quand même que nous y arrivons, difficilement, mais nous y arrivons. Quand ce n'est pas jour d'école qu'ils sont à côté de leur maman, ça, nous tolérons, mais quand c'est jour d'école, il n'y a pas d'enfants dans les marchés. Alors, il y a le marché de gros à Abomey-Calavi, il y a la galerie marchande également. Ces projets en sont où? Ben, vous avez vu tout à l'heure que les entrepôts sont finis. Nous sommes en train déjà de faire les recensements au niveau de Dantopa. Nous avons également pratiquement fini le travail sur la répartition des usagers. Laissez-nous encore un peu de temps. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus en détail. Mais une chose est certaine, au 31 décembre 2025, à Kassato, le marché donc, de gros sera opérationnel, exploité, installé. Donc au 31 décembre 2025, Dantopa il n'y aura plus de marchands là-bas. Donc le quartier continue à s'appeler Dantopa. En tout cas, ça ne sera plus le marché de Dantopa. Et pareil pour JMK, donc, où là encore, vous avez vu un peu les travaux qui ont vraiment avancé. Là encore, 31 décembre 2025, je vous dis, il n'y aura plus tout ça. C'est clair. Léa, on va dire un mot sur le secteur des hydrocarbures. On a vu construire beaucoup de stations, on a vu également des mini-stations. On parle très peu de pénurie par ces temps-ci. C'est-à-dire que vous avez réussi dans ce secteur-là. Alors, en tout cas, je dis oui, le gouvernement nous a accompagnés sur ce secteur-là. Ces instructions avaient été claires et on ne veut plus entendre parler de pénurie, puisque là encore, c'était un frein à l'industrialisation. C'est un frein au commerce, c'est un frein à toutes les initiatives de consommation local. Quand il n'y a pas d'hydrocarbures, un pays ne fonctionne pas. L'hydrocarbure peut paralyser le fonctionnement économique d'un État. Aujourd'hui, effectivement, tout ce qui est pénurie est derrière nous, puisque l'État a pris ses responsabilités pour mettre à disposition de tous les pétroliers, de tous les promoteurs de stations, les produits en temps et en heure, et surtout à moindre coût. C'est surtout ça. Vous savez, c'est quand je passe une commande de 5 000 tonnes, je ne suis pas sûr qu'on m'écoute. Quand je passe une commande de 200 000 tonnes, là, on m'écoute. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'État a pris vraiment ses responsabilités. Nous avons fait une réforme où l'État accompagne vraiment l'approvisionnement. Vous savez, on a énormément de subventions. Je puis vous dire que sur les 4 dernières années de subventions, nous étions pratiquement à 200 milliards de subventions, puisqu'il fallait maintenir quand même l'accessibilité des hydrocarbures aux populations. Nous avons la mécanisation agricole qui consomme également beaucoup d'hydrocarbures, donc il fallait qu'on prenne nos responsabilités et qu'on dise stop la saignée, réfléchissons comment peut-on nous faire. Aujourd'hui, nous avons vraiment les hydrocarbures comme nous souhaitons, à disposition des populations, mais également les infrastructures de ces hydrocarbures-là, qui sont donc les stations où nous facilitons quand même la répartition au niveau du territoire, mais également surtout la disponibilité dans ces stations-là. Alors, que donne globalement la politique autour des produits pétroliers? Nous allons le voir en images dans ce reportage. Une table, des bouteilles d'essence installées sur des étalages ou encore des bidons stockés ça et là, voilà le dispositif type des vendeurs de Kpayo, le carburant de la contrebande. La proximité avec les populations ne semble pas émousser les ardeurs de ces vendeurs, bien au contraire, ce qui expose tout un chacun à de grands risques.
mû par un désir de préservation du bien-être et de la sécurité des populations. Sans pour autant altérer les sources de revenus de ces revendeurs, le gouvernement a opté pour une solution palliative, une première depuis plusieurs décennies de lutte infructueuse contre la commercialisation du paillot. L'idée, c'est déjà l'encouragement à l'investissement sur la création et la construction des stations formelles, ce qui a été observé sur ces 10 dernières années. Donc on est passé de moins de 250 à plus de 450 stations. S'il est vrai que le nombre de stations-service a littéralement explosé depuis 2016, ces stations-service modernes construites selon les standards internationaux mettent l'accent sur la qualité des équipements et le confort. Ainsi, leur nombre décuplé permettra à davantage de personnes de s'approvisionner en essence de meilleure qualité, conformément à l'objectif du gouvernement. Le mécanisme a donc permis de mettre fin aux périodes de longue pénurie et de longues files d'attente devant les stations-service. Aussi, pour une réorganisation du secteur, des mini-stations sont installées, l'objectif étant de formaliser l'activité avant tout, mais également de préserver à la fois la santé publique et l'environnement. Nous avons recensé 54 000 acteurs dans cette activité. Il faut voir derrière tout ce que ça implique dans la population active du Bénin. Il ne s'agira pas d'empêcher de commercialiser le produit qui vient de la contrebande, mais il faut commercialiser ce produit avec un dispositif, et ce dispositif, ce sont les mini-stations. Du coup, le gouvernement a pensé à ne pas supprimer cette activité, mais de réaménager la façon dont cette activité est gérée, sachant que mettre à disposition les machines, ça pourrait les rendre un peu plus professionnels. Le gouvernement s'inscrit donc dans une logique de protection et d'accompagnement et n'ambitionne en aucun cas de combattre ces commerçants. Ainsi, en plus d'être approvisionnés par les importateurs officiels d'hydrocarbures, ils bénéficieront également d'un accompagnement en ce qui concerne la formalisation. Voilà, Madame le ministre, quand on voit ces mini-stations en action, on peut dire eh bien, qu'elles viennent quelque peu protéger non seulement les acteurs, mais également les clients, parce que là, c'est une station en bonne et due forme. Et on peut dire que le gouvernement pense quand même à ces populations, d'autant plus que récemment, on a eu des incendies et même des décès causés par l'essence de contrebande. Oui, alors le gros mot. Notre ambition, c'est que tout ce secteur se formalise. Mais en attendant, avant d'en arriver là, on a quand même des familles qui en vivent. Donc notre première action était d'abord de les sécuriser. De sécuriser et ces familles-là et les clients de ces familles-là à travers donc, ce premier dispositif que vous voyez, un dispositif qui leur permet d'opérer d'abord en toute sécurité. Mais voilà, c'est un pas après l'autre. Déjà, le premier jalon, c'est évitons les drames, tout ce qui est incendie autour donc, de cette activité-là. C'est ça. Il y a aussi le gaz qui parfois cause des drames. La gestion de ce produit-là, quelles sont les actions majeures prévues ou en cours? Les instructions que nous avons reçues, c'est vraiment de mettre à disposition de la population, sur toute l'étendue du territoire, le gaz à moindre coût. Ça, c'est les instructions du chef de l'État sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour que le gaz puisse vraiment pénétrer toutes les couches sociales à moindre coût. Aujourd'hui, vous savez, le gaz, contrairement aux idées reçues, coûte moins cher que le charbon. Le gaz coûte moins cher que le bois. En termes d'utilisation, les études ont clairement montré que le gaz, c'est-à-dire à coût égal en termes d'énergie, coûte 50% moins cher que le charbon. Pour les ménages ou bien pour l'État avec l'impact environnemental? Pour d'abord les ménages. Pour d'abord les ménages. Alors quand on parle d'impact environnemental, là, je préfère ne pas me prononcer parce que c'est un combat au quotidien. Aujourd'hui, nous devons préserver notre terre. Quand on voit les dégâts du dérèglement climatique, vous voyez, là, les pluies se sont arrêtées brusquement.
là, je n'ai toujours pas de puits. Imaginez l'impact sur l'Anacad. Nous avons déjà, puisque les puits se sont arrêtés brusquement entre-temps. Donc, nous avons des vrais impacts qui appauvrissent l'Afrique. Donc, les impacts climatiques, ce n'est pas rien. Nous le vivons au quotidien et qui, d'ailleurs, s'entraînent des famines dans d'autres pays. On touche du bois, on n'en est pas là. Mais le gaz devra rentrer dans nos habitudes et nous y travaillons. D'ailleurs, ça fait partie de nos ambitions. Et en tout cas, je crois que quand on travaille avec méthode, on arrive à réaliser. Quand vous dites le gaz à moins de coût, à 10 000 francs environ, la grande bouteille, ce sera quoi? Réduit ou... Alors, je crois que tout le monde n'a pas besoin de la grande bouteille. Ça fait partie justement de ce que nous allons introduire, c'est d'avoir des petites bouteilles. C'est justement parce qu'il y a beaucoup plus de grandes bouteilles que beaucoup ne vont pas vers le gaz. Donc déjà, quand on voudra dire, vous pouvez acheter une bouteille de 3 kilos, ça fait déjà, on entend déjà, on ira spontanément plus vers le gaz quand on peut avoir des bouteilles de moins de 3 000. C'est plus facile d'acheter une bouteille de moins de 3 000 que d'acheter du charbon parfois à 5 000. Ouais, donc c'est une question de contenu. Nous travaillons sur tout cela. 10 000, mais c'est pour les très grandes familles. Et je vais vous dire que quand on arrive à acheter des bouteilles de 10 000, on le garde bien longtemps. C'est sûrement pas ceux qui utilisent. Bon, ça dépend de la consommation aussi. Hein. Même, c'est pour ça que je dis qu'il a fallu qu'on aille aux études. J'ai été très surprise aussi parce que quand on était petit, c'est surtout éteindre moi le gaz, aller mettre le charbon. Mais en réalité, c'est une grosse aberration. Il ne faut surtout pas le faire. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Hein. Alors, oui. Merci beaucoup, Madame le ministre. Quelques secondes pour conclure avant qu'on ne rende l'antenne. Bon, c'est plutôt un souhait que je voudrais essayer de dire. Grâce à une vision, on peut se développer. Et je voudrais conclure sur ces mots-là. Remercier, est-ce que je vais dire la nature, la providence, d'avoir participé à la mise en œuvre, en tout cas d'une révélation qui nous permet aujourd'hui d'avoir un Bénin dans lequel nous vivons et surtout de rêver à un Bénin prospère. La vision, on peut le dire, le gouvernement en place là, puisque l'industrie, ça marche au Bénin. Les chiffres évoqués depuis le début de cette émission montrent à suffisance que le secteur industriel fonctionne. Les images parlent d'ailleurs d'elles-mêmes. Glodjibé est un hub. Les marchés sont modernes aujourd'hui. Et pour ce qui est des redevances, eh bien, le gouvernement travaille pour rester dans les normes. L'hydrocarbure pour, mesdames et messieurs, rester dans la disponibilité, eh bien, ça fonctionne également. Voilà le tableau que présente le département de l'industrie et du commerce, dirigé par Madame Shadia Assouma, qui est notre invitée de ce plateau et avec qui nous avons pu échanger sur l'évolution dans son secteur. Voilà ce qu'il fallait retenir donc de ce département. Merci beaucoup, Madame le ministre. Marie-Léa et Madjo, c'est un plaisir d'animer ce plateau avec vous. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve sur d'autres programmes.